Est-ce que vous pourriez peut-être donner des exemples ou montrer à l'écran concrètement à quoi ça ressemble et ce qu'on est capable de faire avec l'IA? Donc c'est un outil en fait ici qui regroupe Motion et qui regroupe Foreplay. Mais ici j'ai différentes informations sur le Media Mix, le pourcentage de vidéos, d'images, de carousel qu'il utilise, et tout ça alors que je n'ai pas accès au business manager de la marque. Moi j'ai testé pour un client qui vend des sauces piquantes. On avait testé avec un burger, ça avait bien marché. Et ben j'ai demandé à l'IA de générer la même chose mais avec une pizza. Après moi derrière manuellement j'ai ajouté le texte avec notre message gagnant, etc. Et c'est de là que des marques comme 900K ou Boku, ils ont très bien compris que c'est en disséquant, littéralement en coupant chaque vidéo, chaque créa, qu'ils arrivent à isoler les éléments qui font que la créa marche et qu'après, quand tu mets tous ces éléments ensemble, là, tu as une créa parfaite. Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la stratégie créa, un podcast qu'on a l'habitude de faire parce qu'on en a déjà fait plusieurs, principalement avec Elisabetta qui est de retour dans cet épisode, en compagnie de David qui a surtout fait des épisodes media buying. Donc on a les deux qui vont, je vais pas dire se confronter, mais qui vont un peu nous raconter ce qui a évolué, ce qui a changé chez nous, parce que la raison pour laquelle on refait un podcast stratégie créa aujourd'hui en 2025 par rapport à ce qu'on a fait en 2024, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont changé chez nous et je pense que vous avez été pas mal déclencheurs du changement, donc ça me paraissait normal de vous inviter tous les deux dans ce nouvel épisode. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Écoute, super. Hello Danilo, hello Eli. Très content d'être là pour parler strat créa avec vous deux. Yes, pareil de mon côté. Premier podcast avec David aussi, donc très contente de faire ce podcast. Je pense que là, le sujet, il est super intéressant, donc hâte de voir ce que ça donne. Surtout qu'on va parler, comme vous le savez, intelligence artificielle, parce que c'est le sujet du moment un peu chez tout le monde et chez nous aussi. Et c'est vrai que je dirais ces 3 derniers mois, on a fait un gros pas en avant là-dessus au niveau créa, et l'idée c'est aussi de vous partager aux personnes qui écoutent le podcast, qui nous suivent sur YouTube, ces évolutions-là, à quoi ça ressemble, parce qu'on va quand même vous montrer du concret. Mais je pense qu'avant de parler IA, ce serait peut-être bien de revenir rapidement sur comment nous on faisait la stratégie créa il y a quelques mois, et surtout qui était en charge de ces missions-là et comment on se répartissait les rôles entre, vous savez, média buyer, creative designer. Donc je vous laisse peut-être rebondir, je ne sais pas qui veut commencer, et puis après on passera sur les évolutions. Je peux peut-être commencer. Comment ça se passait avant? Avant, le rôle en tout cas la stratégie créative était un peu répartie entre plusieurs personnes. Une partie était sous la responsabilité du média buyer, une autre partie sous la responsabilité de la créa. Donc c'était un peu mélangé, il n'y avait pas vraiment de fil rouge. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs mois maintenant, on essaye un peu de processiser tout ça, d'avoir une méthode de travail commune à l'ensemble des médias buyers, à l'ensemble des personnes dans le studio créa, et de nous faire aider aussi de l'IA, ChatGPT, Claude, etc., mais pour pouvoir automatiser une partie du travail, ou en tout cas rendre ça le moins chronophage possible. Donc on a fait un gros travail depuis 5-6 mois dessus. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas voilà. Je pense qu'on peut quand même résumer les étapes qu'on suivait, mais que maintenant on a vraiment processisé encore plus. Tu me dis, David, si j'en oublie, mais la première étape, nous, ça va être vraiment la recherche, où on va déjà faire tout ce qui est veille concurrentielle. Donc, on parlera aussi dans cette étape comment on utilise l'IA, tout ce qui est analyse. Donc, quand je dis veille concurrentielle, déjà analyser les publicités des concurrents, mais aussi aller voir ce que les autres marques, pas forcément concurrentes directes, mais aussi les indirectes, quels concepts ils utilisent, quels arguments ils utilisent, etc. Après, il y a tout ce qui est analyse micro et macro. Je pense on rentrera dans le détail après. Toute l'analyse du compte. Et ça, c'est la partie recherche. Je pense que c'est une des plus importantes. Et après, il y a l'idéation. Donc, on va donner l'idée à qu'est-ce qu'on va faire comme visuel, le briefing, la production du contenu. Et après, il y a tout ce qui est validation de contenu. Donc, en interne et et côté client. Et ensuite, il y a tout ce qui est lancement avec un process bien précis, et après l'analyse créative, là c'est surtout David qui s'est penché dessus, sur tout ce qui est tout ce qu'on a testé, d'avoir une base de tout ce qui a été testé sur le compte. Et là j'ai un peu fait un résumé de nos étapes, mais je pense que si on regarde étape par étape, ça va être beaucoup plus concret, mais c'est pour introduire un peu, voilà. Avant c'était toutes les étapes qu'on effectuait, mais là c'est vraiment processisé et chaque étape a un objectif précis. Et c'est ça je pense, qui va être intéressant de parler dans cette vidéo. Oui, qu'on va du mieux possible montrer à l'écran. Donc c'est vrai qu'on va un peu revenir sur chacune des étapes. Moi, ce que je voulais faire peut-être avec vous, c'était donc là tu l'as bien résumé, le process actuel. Moi, ce que je voulais juste dire simplement, c'est que oui, c'est qu'une fois que les créations sont produites, on les teste. Et évidemment, il y a plein de choses qui vont pas marcher. En fait, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus qu'il y a la majeure partie des créas qui ne vont pas marcher, des créas et itérations
des créas. Parce que quand on produit une créa, évidemment, on va la produire en plusieurs itérations, notamment sur le message, mais ça peut être également sur le background, ou bien sûr, c'est des vidéos dans lesquelles on peut faire varier le hook. Il y a une partie qui ne va pas marcher. Et en fait, c'est celle sur laquelle on va avoir des performances, sur lesquelles on va faire des itérations et des déclinaisons. Encore faut-il savoir les analyser. Je pense que c'est vers là qu'on voulait aussi vous emmener. C'était sur cette partie-là d'analyse qui peut évidemment être faite avec l'IA. Et du coup, peut-être maintenant, avec l'IA qui est arrivée, on se rend compte qu'on peut faire plein de trucs. On peut faire de l'analyse concurrentielle, on peut analyser les avis des clients, on peut analyser les perfs des créas. Et c'est vrai que on peut se dire on va faire ces choses-là un peu séparément. Je trouve que ce qu'on a bien fait ces derniers mois, c'est d'avoir réussi à réunir le tout et comme vous dites, l'intégrer dans chacune des étapes du process qui sont maintenant hyper claires. Mais pour chaque étape, on va avoir, dites-moi si je me trompe, des prompts IA qui vont être dédiés et qui vont nous permettre de réaliser ces tâches-là. Que ce soit de la recherche, de la veille concurrentielle, en regardant les top performers des concurrents. Quand je dis top performers, c'est les publicités qui sont les actifs depuis le plus longtemps. L'analyse micro, l'analyse macro, la conceptualisation, les itérations pour chaque concept. Donc, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous pourriez peut-être donner des exemples ou montrer à l'écran concrètement à quoi ça ressemble et ce qu'on est capable de faire avec l'IA? Je vous laisse vraiment champ libre sur ce que vous voulez montrer ou pas montrer, afin de montrer aux gens qui nous écoutent à quoi ça ressemble. Écoute, je peux peut-être partager une de mes notes, en tout cas je t'en prie. des stratégies créatives que j'ai réalisées pour un client récemment. Donc en fait, on a un process en plusieurs phases. Donc comme on l'a expliqué, phase 1 recherche, phase 2 idéation, phase 3 briefing, phase 4 création de contenu, ensuite validation interne, validation client, le lancement et ensuite l'analyse créative en tant que telle. Et donc pour la phase recherche, on a plusieurs, recherches que l'on doit effectuer. Donc on a d'abord une phase qu'on a ici dans l'onboarding. Donc on a d'abord une phase dont on n'a pas parlé, c'est la phase en fait analyse produit et analyse persona et analyse de marque aussi. Évidemment, le but de cette phase, c'est de vraiment analyser l'environnement de la marque, son why, dans quoi elle évolue, son produit, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre les USP du produit et les caractéristiques psychodémographiques de son audience, donc de sa cible, ou encore de ses personas, comme on l'appelle. Et donc, le but, au niveau des produits, c'est de vraiment comprendre les USP du produit, donc les Unique Selling Points. Donc, c'est vraiment de comprendre ce qui va différencier le produit de la marque vis-à-vis de ceux de la concurrence. Donc, par exemple, si je prends un produit comme la Whey, il y a d'innombrables marques de compléments alimentaires sur le marché. Et évidemment, chaque whey a des caractéristiques, par exemple produite en France, produite au Portugal, issue de lait de pâturage, etc. ou pas, chimique ou pas. Et donc l'idée, ça va être de définir ce qui différencie le produit de la marque de celui des concurrents pour exploiter cette différence et cette unicité en publicité. Et donc évidemment, sans cette analyse-là, on ne peut pas bien communiquer sur ce qui fait la force et caractère du produit. Et donc ça, ici, on a un fichier à ce niveau, donc qui va permettre de bien comprendre le produit. Donc l'objectif du produit, les caractéristiques du produit, les bénéfices du produit, les arguments de vente uniques, si le produit a une saisonnalité spécifique, le tunnel de vente, le prix, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une compréhension assez poussée du produit au niveau bénéfice et au niveau caractéristique. Et ensuite, on va avoir une compréhension du persona. Donc là, l'idée, ça va être de comprendre son environnement sociodémographique. Et l'idée ici, plus que la démographie, c'est essayer de comprendre vraiment les leviers qu'on va pouvoir exploiter en publicité au niveau des personas. Donc, c'est-à-dire quels sont les besoins du persona, quelles sont ses cibles, quelles sont ses aspirations, comme indiqué ici, quels sont ses problèmes à résoudre, les facteurs convaincants qui poussent le persona à l'achat, ses peurs, ses frustrations et craintes. Et tout ça, ce sont des éléments assez précis qui vont nous permettre d'avoir des pubs ultra ciblées pour un persona précis. L'idée, quand on fait ça pour une marque, c'est de faire une liste des personas liés à un produit spécifique et ensuite de voir avec le client quel persona lui semble le plus pertinent, quel persona a déjà de l'attraction en organique pour qu'on puisse se focus sur ce persona-là en publicité et ensuite potentiellement faire du testing de persona en déclinant les publicités, etc. Et donc l'idée que cette première phase de recherche, c'est vraiment avoir une compréhension fine du produit et du persona pour pouvoir agencer nos arguments bénéfices, caractéristiques au mieux. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, on a une autre phase, donc toujours dans la recherche. Et donc ici, les différentes analyses. Et donc pour l'analyse concurrentielle, l'idée, ça va être en fait d'avoir deux sortes d'informations. Surtout ce que fait la concurrence pour pouvoir, si par exemple notre client n'utilise pas certains axes ou certains formats,
mais voir ce que fait la concurrence et potentiellement s'en inspirer. Ou alors, à contrario, c'est une autre approche de voir ce que fait la concurrence, de lister ce que tous les concurrents font et nous d'avoir une approche différente pour pas copier ce que fait la concurrence. Donc, il y a un peu deux approches à ce niveau. Et donc, nous, ici, on utilise beaucoup l'outil Atria, qui est assez puissant, qui, par exemple, pour une marque donnée, je ne sais pas si je prends. Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, si je vais chez une marque qui n'est pas cliente chez nous, X Nomad, par exemple, et ben ici, juste en allant sur l'onglet Discovery et information de marque, bah, ici, j'ai différentes informations sur le média mix, donc ce que le média mix que la marque utilise, donc le pourcentage de vidéos, d'images, de carousel qu'elle utilise, ses top personas, ses top ans qu'elle utilise en publicité, USP, les désirs, les émotions, et tout ça alors que je n'ai pas accès au business manager de la marque. Ça me permet aussi d'analyser ses créatives. Ah voilà, le temps que ça charge, 33 créatives. Donc de pouvoir analyser les créas, de pouvoir les sauvegarder dans un dossier, en fait comme sur Forplay. Donc c'est un outil en fait ici qui regroupe Motion et qui regroupe Forplay. Ici, je peux analyser les hooks en fait des vidéos de la marque. Donc tout ça généré grâce à l'IA de Atria. Analyser les ad copy, analyser les headlines, les landing pages, les personas, les angles. Enfin, ça me permet d'avoir une analyse assez poussée en termes de concurrence. Et donc, du coup, en analysant 5 à 10 concurrents différents, de pouvoir faire des croisements entre les formats les plus utilisés au niveau de la concurrence, les angles les plus utilisés, les personas les plus exploités, etc. Et de pouvoir, grâce à ça, savoir ce que globalement la concurrence fait. Et encore une fois, de pouvoir dire, est-ce que je vais dans ce sens, est-ce que je m'en inspire, ou est-ce que je vais dans un sens contraire pour me différencier. Et il y a autre chose Donc que ça, c'est tu fais en l'outil. termes d'analyse concurrentielle une fois que tu as un peu identifié les 5 à 10 Bah, concurrents que tu vas analyser sur Atria? ouais, en fait, on a un peu ce process ici. Et l'idée, c'est un peu pareil de mettre en gros les personas que la concurrence utilise. Et l'idée, ça va être aussi de faire une analyse que nous on appelle micro aussi pour la concurrence, c'est-à-dire d'aller analyser les publicités qui tournent depuis le plus longtemps chez la concurrence. On peut également faire ça avec l'outil Atrea. Et normalement, une publicité qui tourne depuis assez longtemps, ben, c'est normalement une publicité qui a de la performance, sinon elle ne tournerait pas depuis aussi longtemps. Et donc, on va analyser 5 à 10 publicités par concurrent et en fait faire une analyse micro de, OK, quel est l'angle utilisé pour ces 10 créas, quel est le format, quel est le concept, et encore une fois, de faire des croisements sur les formats les plus utilisés, les concepts les plus utilisés, les scripts les plus utilisés par vidéo, pardon, et pour pouvoir dégager en fait des tendances sur ce qui fonctionne le mieux chez la concurrence pour qu'on puisse s'en inspirer. Ok. Donc, on a une fois une analyse de tendance, donc analyse macro, et une analyse micro pour voir ce qui fonctionne au niveau. Ok. Je C'est clair pour pensais moi. aussi à un truc pour la recherche concurrentielle. Tu l'as pas montré ici, mais je pense que c'est important aussi d'en parler. On va regarder pas uniquement la créa que les annonceurs ils publient, mais aussi on va regarder par exemple les landing pages qu'ils utilisent. Donc on a une série de questions auxquelles on essaye de répondre pour analyser les éléments qu'ils mettent en avant, comment elle est structurée, etc. Et aussi très important, c'est on va analyser les avis clients de ses concurrents et aussi les avis clients de notre client. Et en fait, on set de l'IA pour ça parce qu'on va essayer de lui demander, je crois que je peux récupérer le prompt qui résume ça, mais en gros, voilà, on va lui demander à partir de ses avis clients, parce qu'il n'y a pas plus concret, là, c'est vraiment des gens qui ont acheté le produit, qui sont allés jusqu'à acheter, donc c'est des gens qui sont intéressés, qui l'ont testé. Donc là, on va aller lui demander quels étaient les problèmes avant d'acheter le produit, pourquoi ils ont acheté ce produit, donc leur motivation à l'achat, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé aussi, parce qu'on peut avoir des avis plus négatifs, mais qui peuvent être utiles derrière dans nos arguments en publicité, et aussi quelle a été la conséquence dans leur vie d'utiliser le produit. Et ça, déjà, ça va aider à remplir même toute la note que David il a montré tout à l'heure de l'audience et du produit, parce que parfois le client il peut connaître sa marque, mais il y a des points où peut-être il va pas y penser, il va pas les définir, alors que les clients, ils ont cette vision-là qu'on peut aller chercher. Aussi, ce qu'on fait là depuis justement avec ce nouveau process, on va pas analyser uniquement les avis clients, mais parce qu'on a vu que sous les commentaires des publicités,
surtout sur Facebook, il y a énormément de commentaires très qualifiés et qu'on va pas forcément analyser. Alors que sous les publicités, c'est vraiment parfois même encore mieux que les avis clients parce que c'est écrit un peu rapidement. Et en fait, il y a plein d'informations essentielles. Donc, on va scraper tous ces avis clients. Donc, il y a plein d'extensions Chrome qui peuvent faire ça. Et on va lui demander exactement les mêmes questions qu'on pose pour les avis clients, mais sous les commentaires des publicités qui ont le plus dépensé. Et là, pareil, on arrive à avoir plein d'informations. Et en fait, le but de tout ça, si je résume, c'est d'avoir un maximum d'informations pour connaître le mieux la cible, parce que c'est en connaissant au mieux la cible qu'après on peut aller essayer de s'adresser à elle derrière en publicité, quoi. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose où on utilise l'IA et qu'on a intégré aussi dans nos process. Et donc finalement, quand on regarde bien, l'IA aujourd'hui, ça vous aide à compléter toutes ces informations-là, à faire ces analyses de manière plus poussée, plus rapide, quand vous identifiez quelques concurrents et quelques ads que vous voulez analyser, idem pour les avis, idem pour les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où l'IA vous a aidé pour la recherche, ou est-ce qu'on est au clair là-dessus et qu'on peut passer aux autres éléments plus, je dirais, techniques, puisque c'est plutôt de l'analyse et ensuite de la conceptualisation, des choses qui finalement, il faut parfois se poser, se mettre, passer 2-3 heures hyper concentré et sortir les idées à la fois de son cerveau, mais également en se basant sur la recherche qu'on a faite. Et on sait que ça, c'est pas toujours facile et que c'est pas donné à tout le monde. Oui, on peut encore utiliser l'IA sur d'autres étapes de la recherche. Donc ici, on a surtout parlé de la recherche produit, la recherche persona, concurrentielle et commentaires. Mais on a encore 2 parties de recherche qui sont essentielles avant d'entrer en production. C'est l'analyse, la recherche ou l'analyse micro et la recherche ou analyse macro. Donc la partie micro, ici, si en tout cas je montre à l'écran, pour expliquer ce que c'est l'analyse micro. Donc l'analyse micro, c'est une analyse vraiment des top performers qui sont diffusés sur le compte. Nous, en tout cas, ce qu'on entend par top performer, c'est une créa. Bon, en fait, tout dépend du panier moyen et du CPA du client. Mais en moyenne, c'est une créa qui a généré 10 achats au CPA cible et au ROS cible. Enfin, surtout, je dis CPA, mais c'est surtout au NCAC cible. Et on estime qu'à partir du moment où cette créa a généré 10 achats en respectant les KPI, c'est un top performer. Et donc, l'analyse micro, c'est qu'on va analyser ces top performers pour voir, en fait, s'il y a toujours des métriques défaillantes. Donc, on estime que c'est pas parce qu'une créa entre dans des KPI de performance, donc qui respectent un CPA et un ROS, qu'elle ne peut pas être améliorée. Et donc, on regarde les métriques que nous on appelle de conversion. Donc, est-ce qu'elles rentrent dans les KPI ou non? Et si oui, on va essayer de comprendre ce qu'on peut encore améliorer en regardant des KPI que l'on appelle KPI de storytelling. Donc là, on va analyser ce qui est le hook rate, le hold rate, le CTR, d'autres KPI aussi de conversion, c'est-à-dire donc le pourcentage, donc le ratio des personnes qui ont cliqué sur une pub et qui sont ensuite passées à l'achat, donc pour voir si nos pubs permettent de la conversion. On va aussi regarder le taux de winner des créatives, donc c'est-à-dire le total de visuels qu'on a testés et le pourcentage de winners qu'on a eu pour voir si notre stratégie créa est pertinente ou pas. Et bref, tous ces KPI-là vont nous permettre d'expliquer l'histoire de pourquoi la créa est performante ou pas. Et souvent, dans les top performers, il y a des métriques défaillantes. Et donc là, par exemple, sur une vidéo, mais je vais peut-être vous montrer ici dans l'analyse micro. Donc ici, on a une analyse micro assez poussée où on a un squelette assez poussé. Donc ici, on a un visuel donné qui est un visuel top performer. Et on a toute une analyse qu'on va faire, donc soit manuellement, soit grâce à l'IA. On va analyser à la fois le hook, donc l'attractivité, donc l'attention que le visuel génère. Et donc ici, on va poser différentes questions. Le visuel interrompt-il le scroll? Le message est-il clair? Le visuel et la tagline s'adressent-ils directement aux personnes à cibler? On a ensuite une grille d'évaluation et une note qu'on va donner à chaque point. Et ensuite, on va avoir les points améliorés. Et donc, grâce à l'IA qui va remplir tout ça de manière automatique grâce à notre squelette, on va pouvoir déterminer, OK, cette créa rentre dans nos KPI de performance, mais son CTR est trop faible suite à nos benchmarks. Il faudrait itérer sur tel ou tel point et avoir telle ou telle hypothèse pour améliorer le CTR et potentiellement avoir une version encore améliorée du top performer. Et les hypothèses, elles sont basées sur l'analyse micro avec la grille d'évaluation, parce que si dans la grille d'évaluation, il observe que le CTA, il n'est pas là, il est mauvais, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de réassurance, là, il va sûrement dire, l'hypothèse que je fais, c'est que le CTA est bas parce qu'il n'y a pas de CTA ou parce qu'il manque des éléments de preuve sociale. C'est ça. Donc, par exemple, ici, sur cette créa-là, on voit que c'est une créa qui a été diffusée sur une audience froide, elle a bien fonctionné, mais par contre, on voit que
moins 50% off de rentrée. On voit qu'il n'y a aucune information sur ce que le produit fait, sur le bénéfice, à qui il s'adresse, etc. Et donc, l'une des hypothèses que l'IA nous a suggérées et que nous, on peut faire aussi, c'est qu'en ajoutant une tagline qui met en avant le bénéfice et l'explication du produit, mais qu'on pourra mieux toucher une audience froide et donc potentiellement améliorer le clic si notre cible s'y reconnaît. Et donc, c'est Ok. à ça que l'analyse micro sert, à analyser un top performer, voir les métriques de storytelling qui peuvent encore être améliorées pour avoir une version encore plus améliorée, quoi. Ok. Je Donc voilà. pensais à un truc aussi. Euh, En gros, je pense que bon, tu l'as dit, mais pour compléter un peu ce que tu viens de dire, en fait, on s'est dit, voilà, si on prend par exemple une publicité, ben, elle est composée de quoi? Elle est composée d'un hook. Si c'est une vidéo, ben, c'est les 3 premières secondes. Si c'est une statique, c'est la phrase principale. Elle est composée donc tout le contenu, par exemple, de la vidéo, donc quel axe elle met en avant, quel concept, quel message, etc. Si c'est une vidéo, si le montage il est dynamique, si c'est plutôt lent, etc. Et du CTA, donc le call to action, quel est le message pour inciter les personnes à cliquer vers le site. Et donc, si on sépare chaque point, donc hook, hold et CTA, et ben on peut analyser point par point. Et du coup, ben, les questions qu'il a montré David, c'est un peu toutes les questions qu'on va avoir entre guillemets dans une publicité parfaite, les éléments qu'à peu près on retrouve dans nos meilleures publicités. Et donc, ça va nous permettre de voir, d'émettre nos hypothèses. Donc, par exemple, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, on va voir que notre CTR, il est mauvais, enfin, il est en dessous du benchmark et en dessous de. On regarde pas que le benchmark d'ailleurs, mais aussi la métrique un peu générale du compte. Par exemple, on peut avoir un CTR à moins de 1%, qui est mauvais si on regarde le benchmark, mais ça peut être peut-être bon pour un compte. Ça dépend toujours de chaque secteur. Et du coup, si le CTR est mauvais, ben, on a toute une série de questions. Et imaginons, ben, on n'a pas je dis n'importe quoi, mais dans la publicité, il n'y a pas de preuve sociale. Ben, notre hypothèse, c'est le CTR, il n'est pas bon parce qu'il n'y a pas de preuve sociale. Ça incite moins, souvent la réassurance, on la met juste avant le CTA. Ça incite moins à cliquer. Et encore une fois, c'est juste une hypothèse. On peut pas en être sûr. Mais au moins, si on segmente ça, on dit, voilà, ça, c'est ma première hypothèse. On fait la variante, on la teste, on sait si mon hypothèse, elle était juste et si mon hypothèse, elle était fausse. Et alors que si juste on disait, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on fait trop de variantes, ben, on se perd un peu dans nos hypothèses, justement. Donc, je pense que la notion on sépare la créa par 3 choses, hook, hold et CTA, plus en fonction des métriques, on fait des hypothèses. Là, derrière, en fait, il y a un suivi sur chaque point, et donc on essaye de maîtriser chaque point, même si il y a toujours des variantes, etc., la période où tu la testes, etc. Mais on essaie de limiter les variantes au maximum pour garder un suivi sur chaque point, quoi. Et c'est surtout vrai pour les vidéos, ce que tu dis là. Et je trouve qu'une fois que tu as fait un certain nombre d'hypothèses, en fait, tu vas valider tes hypothèses à un moment donné sur le hook, sur le hold, sur le CTA. Et c'est là que tu arrives à ta créa parfaite où tu sais exactement le genre de choses que tu dois dire en début de vidéo, en milieu de vidéo pour conserver l'attention et en fin de vidéo pour le call to action. Tu vas peut-être voir qu'il y a certains bénéfices, certains arguments, que ce soit en créa statique ou vidéo, quand tu les mets en avant, ça marche pas. Idem pour des éléments de réassurance et idem pour des call to action. Et c'est de là que des marques comme 900K ou Boku, ils ont très bien compris que c'est en disséquant, littéralement en coupant chaque vidéo, chaque créa, qu'ils arrivent à isoler les éléments qui font que la créa marche et qu'après, quand tu mets tous ces éléments ensemble, si je caricature, et que tu fais différents concepts qui exploitent ces éléments-là, donc ce script, là, tu as une créa parfaite. Et ça, tu ne peux le savoir qu'en faisant du test, en faisant de l'analyse, du test d'hypothèse et en faisant de l'analyse derrière. Ce qu'on voulait vous faire transmettre dans cette vidéo, dans ce podcast, c'est que toutes ces choses-là peuvent être énormément accélérées et réalisées plus intelligemment, on va dire, de manière plus précisée, avec une IA qui répond à toutes ces questions à votre place. Que ce soit en recherche, en veille concurrentielle, en analyse micro. Il y a même aussi un autre point que je voulais voir avec vous, c'est peut-être l'analyse macro. L'analyse macro, j'ai envie de parler aussi, mais c'est le fait d'analyser au global ce qui fonctionne sur le compte, très synthétiquement, quel format fonctionne le mieux, quels sont les meilleurs créateurs, quels sont les meilleurs produits, quels sont les meilleurs axes. Dans les statiques, quels sont les meilleurs concepts? Est-ce que c'est plutôt des nouveaux SE, des call-outs, etc. Et ça, je voulais vous demander, au niveau de cette analyse macro, comment vous vous faites aider, encore une fois, même question, par l'IA pour réaliser cette analyse-là?
Au niveau de l'analyse macro, on va surtout s'aider, de l'outil Atria où en fait l'objectif, ça va être de créer des rapports personnalisés, pour analyser les tendances du compte. Donc on va avoir un rapport sur les formats qui va nous renseigner le meilleur format sur le compte. On va avoir un rapport sur, les axes slash angles marketing pour savoir ce qui fonctionne le mieux sur un compte. Pareil pour les concepts, pareil pour les émotions, pour les créateurs, pour les producteurs. Donc tout ça va être relié à une nomenclature qui chez nous est assez longue pour pouvoir derrière analyser chaque point de manière indépendante sur un compte. Et ça va nous permettre de dégager les combinaisons en fait qui fonctionnent le mieux. Donc les combinaisons axes, les combinaisons concept, format, émotion, persona, étape du funnel, tout ce qui est renseigné en fait dans notre nomenclature. On va pouvoir l'analyser sur l'outil Atria et avec des rapports personnalisés. Et ensuite, comment l'IA va nous aider, c'est qu'en fait, on va transmettre ces rapports à Chat GPT et avec notre prompt. Et en fait, il va pouvoir nous dégager, comme j'expliquais, les combinaisons qui fonctionnent le mieux. Et nous, derrière, ça va pouvoir nous aider dans l'idéation, de pouvoir dire, OK, ce qui fonctionne le mieux, par exemple, sur ce compte, c'est le format vidéo, c'est le concept interview, street interview, et c'est l'axe bénéfice produit. Et donc, on sait que notre nouvelle production va devoir rentrer dans ce trio-là, pour pouvoir maximiser nos chances de performance. Ok, parce que quand tu fais, et je pense que c'est la transition parfaite, quand tu fais l'étape du briefing, enfin idéation briefing, en fait, tu vas donner à l'IA toute ton analyse micro et macro, et tu vas lui demander finalement de te définir des nouveaux concepts et axes basés sur ça. Dis-moi si je me trompe. C'est ça. En fait, je vais peut-être montrer, on a un prompt maison qui va nous aider dans l'idéation. Donc, c'est un prompt qui est Costaud. costaud, qu'on a testé chez plusieurs clients et qui fonctionne. Où en fait, on va lui transmettre l'ensemble de nos analyses, donc l'analyse produit, persona, concurrentiel, macro, micro. On va lui aussi lui donner des fichiers de référence. Donc, fichiers de référence, ce que ça signifie, en fait, c'est des fichiers qui vont baliser les réponses de ChatGPT pour ne pas qu'ils partent dans tous les sens. Donc, on va lui donner des exemples, des réponses qu'on attend. Et les fichiers de référence, ça va être, comme j'ai expliqué, baliser ses réponses pour lui dire je veux une réponse orientée de telle manière et de telle manière afin que sa réponse soit processisée et qu'elle puisse être standardisée pour l'ensemble de nos médias buyers et pour que ChatGPT ne donne pas des réponses soit irréalistes, soit qui sont à chaque fois différentes en fonction de ce qu'on lui demande. Et donc, on va lui donner nos analyses, des fichiers de référence et notre prompt. Et grâce à ça, il va pouvoir nous sortir, je vais peut-être montrer le brief qu'il a réalisé, le brief d'idéation. Donc ici, c'est notre brief, média créa. Donc ici, donc il y a le guide d'utilisation. On a notre section de marque, on va renseigner les différentes caractéristiques de la marque. Comme ça, la créa ne doit pas aller chercher l'information à gauche, à droite. On fait également un résumé au niveau caractéristiques, bénéfices produits et les points principaux de l'audience. Comme ça, la créa a toujours ces informations à disposition. Et ensuite, on a le brief qui est divisé en 2 parties. On a un brief pour tout ce qui est itération, déclinaison et on a un brief pour tout ce qui est nouveauté. Pourquoi? Parce que chacun de nos packs, on va avoir ces 2 types de production. D'une part, pour capitaliser, sur ce qui fonctionne et d'autre part, pour toujours amener de la nouveauté sur un compte, ce qu'on appelle généralement des big swings, donc c'est-à-dire tester des choses qui n'ont jamais été testées sur, un compte et voir si ça fonctionne. Donc à chaque fois, itération et déclinaison et par exemple, pour tout ce qui est nouveauté, grâce aux analyses qu'on fournit, nos fichiers de référence et notre prompt, ChatGPT peut nous fournir ce genre de, comment dire, de brief d'idéation en quelques secondes, où il va nous renseigner donc le nom du concept sur base de notre fichier de référence, le format, le fichier de référence dont il s'est inspiré. Il va nous décrire la position des contenus, donc le texte doit être impactant à gauche, les éléments barrés à droite, l'image mise en valeur, etc. Et ensuite, il va nous fournir à chaque fois 3 à 4 versions de l'axe marketing, parce que c'est ce qu'on a spécifié dans notre prompt, que chaque créa produit doit avoir des variations de l'axe marketing pour pouvoir faire du testing. Et donc, il va nous fournir ces variations. Il va nous fournir les images nécessaires donc, du produit, des éléments de preuve sociale si on l'a spécifié, et la description de la palette de couleurs. Et donc, tout ça derrière, tout ce travail d'idéation est un peu automatisé. Et ensuite, le média buyer slash stratège créatif fait un call avec le studio créatif pour parcourir ses idées et les peaufiner et avoir des idées plus poussées que ce que ChatGPT nous donne. Mais au moins, le travail d'idéation est grandement
grandement automatisé, on va dire, grâce à toutes ces analyses, le prompt, etc., qu'on lui fournit. Tu as répondu à ma question parce que si tout le monde s'amuse à faire des briefs comme celui-ci avec ChatGPT et qu'on lui donne à chaque fois un fichier de référence, après chacun aura son fichier de référence. Enfin, nous, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'on a un fichier de référence avec des créas qu'on a pu trouver ailleurs, des créas à nous, qu'on va constamment, évidemment, compléter parce que plus il y a de fichiers de référence, mieux c'est. Entre donner 30 concepts à ChatGPT et en donner 300, il y a une grosse différence. Mais si tout le monde commence à faire ça, tout le monde va faire les mêmes créas. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, le brief d'idéation aide simplement au creative strategist designer de faciliter sa conceptualisation et la baser sur des choses qui sortent finalement d'une analyse qui a été réalisée à la fois du persona, du produit, des best créas, et également de l'analyse macro. On finit par s'y perdre avec toutes ces analyses-là. Mais ce que tu n'as pas précisé non plus, c'est qu'il y a également un brief d'itération et déclinaison, et celui-ci est basé sur les top performers, puisqu'on ne va jamais itérer. Je pense qu'il faut le préciser on le fait pas. On peut faire des itérations, c'est des nouveautés, mais quand on fait des itérations sur un top performer, on le fait sur base d'hypothèses, comme on l'a expliqué tout à l'heure. J'espère qu'on perd personne là-dessus, parce que ça devient un peu complexe tout ça. Ouais, et donc ici, pour le brief itération déclinaison dont tu parles, ici, je vais montrer un exemple pour ce client-là. Donc ici, on renseigne, encore une fois, la créa dont je vous ai parlé juste avant. Donc ici, on renseigne le lien du visuel, le screenshot. On a les informations, fichier source, l'ID du visuel. Et ensuite, on va avoir les recommandations fournies directement par l'IA pour améliorer sur cette créa le CTR. On voit que le CTR ici, il est à 0,59. Il est souligné en rouge. Et ensuite, l'IA va nous donner des itérations et des déclinaisons potentielles à pouvoir tester avec une estimation de l'impact que ça peut avoir. Donc, tout ça grâce au prompt qu'on a mis en place. Et ensuite, c'est au travail du média buyer / stratège créatif de choisir les hypothèses les plus pertinentes et de les prioriser afin de les tester. Et donc ici, ce que ça donne, on fait ensuite nos hypothèses. Et par exemple, l'une des hypothèses ici, c'est ajouter un aspect problème-solution permettra de mieux toucher notre audience cible en acquisition et augmenter le taux de clic. Et ensuite, on va proposer les itérations recommandées. Ici, ajout de la tagline et on va proposer 4 taglines différentes à tester pour voir celle qui fonctionne le mieux et si ça permet d'avoir des meilleures performances que la créa initiale. Et donc ça, c'est le travail du stratège créatif. Et autre point que je voulais rajouter, pour moi, et ça rejoint ce que tu as dit aussi, Danilo, c'est que l'IA va permettre de rendre moins chronophage tout cet aspect analyse et idéation dans le but de dégager un plus gros volume de production. Mais à partir du moment où toutes les agences vont avoir un volume de production élevé, ce qui va faire la différenciation, pour moi, ça va être la qualité. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait un travail de brief ou d'idéation, derrière, le stratège créatif doit parler au studio créa pour pouvoir peaufiner en fait toutes ces idées fournies et rendre ces idées beaucoup plus pertinentes et avec une qualité supérieure que ce que ChatGPT propose. Bien sûr, ça fait pas tout, ça fait pas encore, tout. Je pensais à un truc aussi, juste pour terminer sur ça. Ce qu'on a remarqué aussi, tout le brief là que David vient de montrer, on n'a pas montré, on pourra le mettre au montage aussi, tout ce qui est brief pour les vidéos UGC. Mais en gros, on avait remarqué que si on faisait pas toute cette étape du brief, de l'idéation, de là, ce qu'il a montré, tagline 1, le visuel, il doit être à droite, etc., ça nous permet aussi d'avoir exactement ce qu'on avait en tête, que la production du visuel, ce soit exactement ce qu'on avait en tête. Parce que souvent, on avait en tête quelque chose et finalement, on produisait pas exactement ce qu'on voulait. Et c'était la même chose pour les scripts UGC. On va travailler avec des créateurs. Si on lui donne pas des lignes directives vraiment précises, on n'aura pas exactement ce qu'on avait en tête. Et ça, ça peut freiner aussi la performance derrière. Et de cette façon-là, de le faire vraiment, de lui donner le brief, exactement ce qu'il doit produire pour les statiques, le script UGC, exactement ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, etc. Là, on maîtrise vraiment tout, que ce soit de l'analyse jusqu'à la production. Et c'est là qu'on a vu une différence par rapport à comment on fonctionnait avant, quoi. Et là, ça aide aussi derrière la performance au niveau des campagnes, quoi. Ouais, franchement, c'est top. Peut-être un dernier truc que je voulais voir, c'est peut-être la tendance ChatGPT 4.0 pour les images, création d'images. Ça a fait beaucoup parler à la fin du mois de mars. Aujourd'hui, on est début mai. On n'a pas encore remplacé nos designers par ChatGPT 4.0 et ce ne sera pas le cas avant très longtemps, je pense, voire même jamais. Enfin, je ne sais pas, j'agis ça comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, quand on prend cet outil-là, à quoi il vous sert vraiment ? Comment vous l'avez utilisé ?
Est-ce que vous avez eu des résultats concluants? Je veux bien peut-être qu'on en parle rapidement avant de conclure parce que c'était la tendance. Enfin, ça l'est toujours. Hein, c'est toujours une belle tendance. Il y a plein de posts LinkedIn qui sortent là-dessus sur comment bien l'utiliser. Vous, de votre côté, comment vous avez utilisé cet outil-là? Et est-ce que vous pouvez montrer des choses d'ailleurs? En fait, comme j'expliquais juste avant, l'idée avec ChatGPT, c'est de rendre ses réponses les plus standardisées possibles. Sauf qu'actuellement, avec son générateur d'images et malgré tous nos tests, on n'arrive pas à avoir une qualité stable et standard, peu importe le prompt qu'on teste. Euh, et donc, en tout cas, de ma part, moi, comment j'utilise ce générateur d'images, c'est qu'en fait, les prompts qui sont générés, au niveau idéation, comme je montrais à l'écran, les prompts qui sont générés par ChatGPT, moi, je les retransmets à ChatGPT en lui disant, génère-moi l'image grâce à ce prompt. Et comme je le montre juste ici, en exemple de visuel, ChatGPT arrive à me fournir des visuels. Mais moi, ces visuels, du coup, ne me servent qu'à pouvoir transmettre clairement mon idée au studio créa et lui dire, voilà dans la direction dans laquelle j'aimerais aller. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu améliorerais encore le visuel? Qu'est-ce qu'on rajouterait? Est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer l'idée? C'est plus pour rendre encore plus pertinent de la partie idéation, plutôt que de vraiment fournir comment dire, des visuels finis à 100% qu'on peut directement lancer en pub. Claire. Et il y en a certains qui l'ont fait. Que celui-là, moi, c'était lequel? Ouais, il est pas mal, hein, celui-là. Celui-là, il est pas, enfin, je dirais, il est pas parfait, mais franchement, ça fait déjà une bonne partie du boulot. Ouais, celui-là, il était incroyable. Et évidemment, ça, c'est basé sur les concepts qu'on lui donne. Il faut pas forcément faire un copier-coller. Ouais, après, ce qu'on avait remarqué, c'était aussi que l'image, il arrivait à bien à générer, mais dès qu'il y avait du texte, par exemple le texte au niveau du produit ou même du texte qu'on lui disait, voilà, ajoute cette phrase, etc., parfois, ça le mettait pas bien. Donc, soit il y avait des fautes d'orthographe, soit des lettres en trop, etc. Et donc, moi, de mon côté, bon, pour moi, il faut l'utiliser, comme il a dit David, un peu pour le brief, pour éclaircir l'idée quand on va parler avec la personne qui va produire. Mais ça peut être aussi utilisé juste générer l'image en fond. Donc, par exemple, une personne qui tient le produit, une main qui tient le produit, ou moi, j'ai testé pour un client qui vend des sauces piquantes. Et, lui, ça marche bien quand on voit le produit vraiment en situation, avec une recette, etc. Je lui ai dit, voilà, on avait testé avec un burger, ça avait bien marché. Et ben, j'ai demandé à l'IA de générer la même chose, mais avec une pizza. Ouais. Et là, tu vois, on n'a mis aucun texte avec l'IA, rien du tout. Mais après, moi, derrière, manuellement, le client, là, c'était pour le coup, il a ajouté le texte avec notre message gagnant, etc. Mais on voit que, voilà, avec l'IA, on a généré l'image, mais tout ce qui est texte et ajouter des éléments dans l'image, on va le faire nous manuellement. Donc, pour l'instant, je pense que c'est pas parfait jusqu'à produire vraiment le visuel complet, mais on peut s'aider, voilà, pour le brief et pour générer l'image de fond. Oui. Parce que ça génère quand même des images réalistes et je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'il propose. Ouais. Oui, j'avais vu certaines images, c'était top. Mais j'ai fait aussi avec des chaussures où j'avais un pack shot de chaussures et je lui disais de mettre les chaussures sur personne, je sais pas, sur la personne a ses pieds sur un escalier où est assise, on voit sa jambe, etc. Avec un jeans bleu, je sais pas. Enfin, franchement, ça donnait un super résultat. Et ça, je trouvais ça top pour les e-commerçants qui n'ont pas le temps de refaire un shooting toutes les semaines. Ouais, je te laisse rebondir, David, et puis après, on va terminer le podcast. Aussi, dans une logique de testing, peut-être qu'on vous présentera aussi notre approche à ce niveau dans un prochain podcast. Mais pour tout ce qui est testing, itération, déclinaison, etc., aussi l'IA, quand on donne une créa, un visuel à l'IA et qu'on lui dit change uniquement une phrase et tout le reste garde le tel quel, en fait, l'IA a encore du mal à faire ça, à garder tous les éléments et à nous le refournir. Parce qu'en fait, elle recrée à chaque fois le visuel de zéro et ne garde pas en mémoire tous les éléments. Donc, pour tout ce qui est itération et déclinaison aussi, c'est pas du tout encore au point, alors que c'est une grosse partie de notre prod. On avait vu, je pense, faudrait qu'on se repenche dessus en interne. Là, je parle tout haut, mais les intégrations qu'on peut faire avec Canva, on lui donne un CSV avec toutes les itérations et puis après, il change directement dans Canva tout ça. Ça, j'ai vraiment envie qu'on creuse plus sur Canva, ce qu'il est possible de faire au niveau d'itération déclinaison, parce qu'eux-mêmes l'ont mis en avant dans leur conférence Canva Create, un truc comme ça. Mais je crois que c'est pas encore dispo. Hein. Si, j'ai vu que ça a commencé. Enfin, j'ai vu que la suite d'outils est commencé à être dispo, donc on va depuis s'en reparler. On va qu'on se penche dessus alors. Ça s'appelle IA Canva. Je te laisse regarder à ton aise après le podcast.
Voilà, bah écoutez, on a fait le point. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé tout ça. C'était hyper intéressant. Donc voilà, évidemment, tout ça sera à l'écran et on essaiera de plus possible mettre ça en avant dans la vidéo. Et vous deux, ben écoutez, si vous voulez conclure ou donner un mot de la fin, je vous laisse le donner et puis après, je vous laisse partir. Non, bah écoute, merci pour l'invitation. C'était super chouette. Ben, merci d'ailleurs, je vais dire la même chose, David. Merci pour l'invite et j'espère qu'on a essayé de donner un peu un max de valeur et j'espère que ce sera utile et voilà. Hâte de voir peut-être l'épisode 2 avec le process de testing. Voilà, ouais, c'est ça que je voulais. Voilà, un petit épisode 2 process de testing. Et bien sûr, je pense que vous êtes maintenant les deux stars du podcast. Donc, pour si on veut vous contacter, évidemment, c'est par LinkedIn. Hein. Ne soyez pas timide. Vous allez les retrouver sur LinkedIn. Sur tous les deux. Avec plaisir. Allez, salut à tous les deux et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast. Merci à tous d'écouter le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur YouTube. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires. Ça nous permet de grandir de manière organique sans payer. Merci à tous et à très bientôt.